Donc ici, nous parlons pour la première fois de quelque chose qui n'est pas médical. Donc, on a dit police, virilité. On a parlé de footing. Et les policiers de Talence, l'intelligence de la police est nationale. Hein. Parce que pour assassiner quelqu'un, comme on a dit depuis le début, on te fiche, tu es fiché au niveau national. Par exemple comme un terroriste ou par exemple comme autre chose. Donc ce que je dis là est bien connu de la police de Talence, mais aussi de la police nationale en général. On va préciser certaines choses. Pour moi, Albert Einstein a l'intelligence d'un nourrisson. Pour moi, Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 savants de l'Église catholique, bon, la France n'a pas catholique, et il y a 40 savants dans l'Église catholique, 40 docteurs, et Thomas d'Aquin est le premier de ces 40 docteurs. J'ai déjà fait au mois de juin 2020, il y a un an, toute une série de vidéos pour expliquer que Thomas d'Aquin est littéralement un crétin pour moi. Je suis un très grand catholique, très pratiquant. C'est des choses très difficiles que nous avons dû faire parce que, voilà, parce que l'affaire est très grave. Si tu parles de la médecine, chacun fait semblant de ne pas comprendre. Je parle aussi de la police. Celui qui n'est pas policier fait semblant de ne pas comprendre. Mais comme la France est un très grand pays catholique, beaucoup plus catholique que les Belges. En Belgique, ils ont fait passer une loi sur l'euthanasie, et c'est le grand rêve, par exemple, de Jacques Attali. Mais tu vois, ça ne passe pas en France. Donc c'est vraiment un très grand pays catholique, hein, il faut le savoir. Et donc, Thomas d'Aquin est un crétin, j'ai fait donc, je ne cherche pas à être injurieux, mais on est obligé parfois de le dire de cette façon-là. Thomas d'Aquin, pour moi, l'intelligence d'un nourrisson, tout le mois de juin 2020, j'ai fait une série de vidéos, de plus de 7 vidéos pour expliquer cela. Nous allons condenser ça ici. Quand on tape par exemple Antéchrist sur YouTube, on trouve cette image qui est un peu anglo-saxon et que c'est les protestants et les catholiques qui ont accepté ça. Il n'y a pas de savant dans l'église protestante, en tout cas pas séquencé de manière intelligente comme les catholiques. Thomas d'Aquin s'appelle docteur angélique et il est un saint que les catholiques prient. Donc je comprends très bien la très grande gravité de ce que je suis en train de dire. Et Thomas d'Aquin a donc confondu sur cette image le Christ à l'Antéchrist. C'est qui lui donne l'intelligence d'un nourrisson. Un nourrisson, c'est quelqu'un qui a 11 mois et qui commence à marcher. À ce moment-là, les enfants deviennent forts, il marche, il fait quelques pas, et il enlève la force suffisante pour arracher ses chaussures, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et il les remet lui-même, et il les remet à l'envers. C'est une confusion. C'est la faute la plus grave qu'on puisse faire. Confusion, puisqu'on parle de la police, c'est quelqu'un qui est entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est ça une confusion. Et c'est aussi la faute la plus grave qu'on puisse faire. Ça veut dire que soit tu abuses, soit que tu es vraiment fou. Donc Thomas d'Aquin, sur cette image, confond le Christ à l'Antéchrist. Et l'image qu'on voit, ça s'appelle Apocalypse chapitre 6. Et on y décrit du verset 1 au verset 3. On dit, voici paru un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle, et on lui donne une couronne et un arc. Il partit en vainqueur pour vaincre. Il y a 3 mots. Donc il y a un cheval blanc, il y a une couronne, et puis il y a un arc. Et il y a vainqueur pour vaincre, donc il y a 4 mots. On va enlever arc, on va prendre vainqueur pour vaincre, ça fait 3, pour simplifier. Cheval blanc dans toute la Bible, c'est le Christ, qu'on trouve ici dans Apocalypse chapitre 6, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19, en tant que Christ vainqueur, qui renverse l'Antéchrist. Mais cheval blanc dans toute la Bible, même dans le cantique de Déborah, hein, dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. Et Thomas d'Aquin l'a confondu à l'Antéchrist. Vainqueur pour vaincre, c'est le Christ. On dit dans Romains chapitre 8, on dit plus que vainqueur. On dit dans Genèse chapitre 14, on dit Abraham vainqueur. Tous les dons que Christ reçoit, il le reçoit d'Abraham son père. Vainqueur dans toute la Bible. Quand vous tapez dans la Bible électronique vainqueur, vous trouvez que c'est toujours le Christ. Et c'est fidèle. Apocalypse chapitre 14, verset 17, on dit le Christ vaincra la guerre. Tous les fidèles qui accompagnent le Christ, les élus, vaincront la guerre. Donc vainqueur pour vaincre, ça veut dire 2 fois vainqueur, ça veut dire plus que vainqueur de Romains 8, ça veut dire vainqueur d'Apocalypse chapitre 14 verset 17. Et Thomas d'Aquin ici a confondu le Christ à l'Antéchrist. Le troisième mot, on a dit cheval blanc, vainqueur pour vaincre, on a dit couronne. Couronne depuis le livre de la Genèse jusqu'à le livre de l'Apocalypse, c'est toujours Abraham, on dit Abraham dans Genèse 14, on dit Abraham roi, roi veut dire vainqueur.
Genèse chapitre 49, on dit Abraham couronne. Dans le deuxième livre d'Esdras, on dit Abraham, ange de l'Éternel. Donc tous les titres que Christ nous présente dans l'Évangile, il les a reçus d'Abraham, son père. Donc couronne, il n'y a pas un seul antéchrist dans toute la Bible qui porte la couronne. Le premier antéchrist de toute la Bible, c'est les antéchrists du temps de Noé qui ne sont pas nommés. Non, ils ne sont pas nommés comme du temps d'Abraham. Donc on ne va pas les considérer. On prend Genèse chapitre 12, quand Abraham apparaît. Genèse chapitre 11, il apparaît, il s'est manifesté mieux dans Genèse chapitre 12. Et là, on voit l'Égyptien, le pharaon, qui vole Sarah, sa femme, la femme d'Abraham, Sarah. Et on ne mentionne nulle part sa couronne. Un peu plus loin, toujours dans l'île de Genèse, Genèse chapitre 12, 13, 14, jusqu'à Genèse chapitre 20, on voit Abimelech qui prend à nouveau la femme de Sarah. Parce qu'elle est très jolie, et il essaye de la lui enlever. C'est un antéchrist pour cette raison-là. Parce qu'Abraham représente le Christ, son père. Et Abraham, on ne voit pas la couronne d'Abimelech. Donc il n'y a pas de couronne de Pharaon. Pharaon n'a pas de couronne dans Genèse chapitre 12. Abimelech dans la suite, que le deuxième antéchrist n'a pas de couronne non plus. Un gros antéchrist qui apparaît, c'est par exemple Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Quand vous tapez Nebuchadnezzar, il apparaît par exemple l'île de Judith. Partout où vous le verrez, il n'y a pas de couronne. Donc il n'y a pas de couronne de Nebuchadnezzar. On ne voit nulle part Nebuchadnezzar portant une couronne. Bon, dans le Nouveau Testament, les antéchrists, on a Hérode, Ponce Pilate, qui maltraite le Christ. On chante ça dans la messe chrismale et dans la passion du Christ, la messe des rameaux. Et on ne voit pas là de couronne attachée à Ponce Pilate, ni à Hérode. Il n'y a pas un seul, je fais des exégèses exhaustives. Aucun antéchrist ne porte de couronne. Couronne, c'est toujours le Christ, qu'on trouve aussi dans Apocalypse 14, en tant qu'ange de la mort, qu'on appelle moissonneur. Et c'est toujours le Christ qui porte la couronne. Donc Thomas d'Aquin s'est trompé. L'arc qu'on voit, c'est l'épée qu'on trouve dans Psaume 45, que les catholiques chantent pendant la messe de l'Assomption, la festivité de l'Assomption, genre Psaume 45, l'épée et l'arc, c'est la même chose qu'on trouve aussi dans Psaume 7. L'épée et l'arc, c'est la même chose, qui tire les flèches. C'est un arc qui tire les flèches et l'épée tire aussi les flèches. Symboliquement, on s'en fout. Mais Thomas d'Aquin, qui est le premier des saints, les 40 docteurs de l'Église catholique, a confondu grossièrement le Christ et l'Antéchrist. Donc pour moi, le docteur Serge Tué, je ne vous parle pas en tant qu'un Zaïrois, en tant qu'un Congolais, des choses qu'on entend, je vous parle en tant qu'un savant, sur tous les domaines. Donc c'est avec cette autorité-là que je parle. Cette autorité-là que les gens doivent subir. Donc pour moi, Thomas d'Aquin a l'intelligence d'un nourrisson. J'ai déjà fait toute une série, des complètes, pas totalement exhaustives, en juin 2020, pour expliquer cela. Albert Einstein aussi, je n'insiste pas sur Albert Einstein, parce qu'après les vidéos ne pourront plus paraître sur YouTube ou nulle part, parce que les gens qui font ça ne vont pas aimer. Mais par contre, je peux parler librement de Thomas d'Aquin, par exemple. Je parle d'Albert Einstein de manière exhaustive. YouTube va supprimer les vidéos. Mais Albert Einstein a pour moi l'intelligence, même moins que d'un nourrisson. Bon, chaque policier au monde, si tu prends le chef d'état-major de l'armée française, pour moi, il a moins que l'intelligence d'un nourrisson. Donc les gens doivent subir ce que j'explique. En partant de cela, je ne suis pas en train de parler comme un Zaïrois ou comme un Congolais. Je suis en train de parler comme un savant de manière définitive. Voilà. François Molins représente le premier policier de France. Le premier policier de France, c'est pas comme les journalistes qui sont des crétins puissants, le présente sous forme du ministre de l'Intérieur. C'est faux. Si on dit à un chirurgien ou même un médecin généraliste que le premier médecin de France est le ministre de la Santé, il ne te croira pas. Le premier médecin de France est un médecin. Et comme on l'a dit jusqu'à présent, celui qui représente la police, c'est le procureur, après le procureur général, jusqu'à François Molins. Ça s'arrête à François Molins. Et tout ce qu'on avait dit, on est en train de parler de la police. Et la police de Talence, où toute l'affaire s'est passée, c'est les plus grands cancres. C'est 100% des policiers de Talence. C'était des cancres les plus importants que toute l'humanité ait connus dans cette affaire. Comme nous allons le traiter maintenant.
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il faut un terrible courage, parce que, à titre personnel, j'ai dit que je trouvais même François Molins un très bel homme, et à titre même encore plus personnel, pour revenir à la police, puisque c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, et toute la suite de la vidéo va se centrer sur la police. C'est parce qu'il y a une très grande émotion quand on doit critiquer la police. Voilà. Mais je connais bien la police, j'ai eu cette chance que tout le monde n'a pas toujours eu. Je suis Camerounais d'origine, toute ma petite enfance est passée à Douala, au Cameroun. Et quand j'avais 10 ans, on a affecté mon papa à Yaoundé. Et on habitait, comme ça, notre maison jouxtait l'école de police. Ce qui fait que j'ai eu une chance qu'un garçon de 10 ans ne peut même jamais avoir dans sa vie. Donc tous les jours, je voyais la police faire ses entraînements. Le soir, il faisait du karaté, du judo. Mais dans la journée, il faisait tous les autres entraînements que les policiers connaissent. Il marquait le pas, il marchait, etc. Il faisait les entraînements sur la moto. Et c'est magnifique. Donc quand tu deviens grand et que tu as 50 ans, tu découvres que les policiers, c'est des crétins et des mous. C'est-à-dire des sans couilles. Hein. Il n'y a pas un seul policier à talent qui lui reste même une couille. Parce que dans une chirurgie, tu peux avoir une maladie, on enlève un testicule, il reste l'autre testicule. Bon. Donc, c'est eux qui m'ont capturé. Et j'étais très surpris du rapport qu'ils ont fait. Et du rapport qui est resté dans tout le dossier, dans toute la procédure que nous avons définie jusqu'à présent. Je suis arrivé à Bordeaux venant de Paris, de Lille, en 2010. Et l'ordre des médecins m'a donc calomnié, comme je l'ai dit, hein, donc il y avait une pétition du Ku Klux Klan qui circulait. Et ça voulait donc, le niveau de médecin que je suis, donc si je suis inscrit à l'ordre des médecins, je deviens doyen de la faculté de médecine, instantanément. Et je deviens presque aussi instantanément recteur de l'université. Bon, on ne va pas insister sur cette partie-là. Bon, je suis un très très grand médecin, je dis au monde, je ne dis pas un médecin français. Il n'y a pas un médecin à Bordeaux qui peut me parler même de la pluie et du beau temps. Donc, quand je vais à un congrès à Londres ou dans n'importe quel pays, les médecins qui viennent, qui se trouvent sur ma table par hasard, ne peuvent plus parler. Et c'est moi qui dois Voilà, c'est un peu ça ce qu'on essaye de dire. Donc, pour parler d'un point de vue purement humain sur ce que je viens de dire, comme il y avait une affaire en cours que je devais démontrer calmement parce que l'ordre des médecins c'est une très grosse intelligence, la police c'est l'intelligence, hein. Mais l'ordre des médecins a une certaine intelligence. Donc quand il faut un complot pour te psychiatriser, tu dois aller doucement. Aujourd'hui j'ai écrit 4 livres sur Amazon qui prouvent que non, il n'est pas un antisémite ou que toutes les autres accusations qu'on peut faire dans ton dos, ça tombe. Allô? Amazon ça appartient aux juifs, hein. Tous mes articles sont sur Facebook aussi, hein. Et sur divers sites web, et 300 vidéos sur YouTube. Donc il n'est pas antisémite pour les histoires qu'on peut entendre pour casser l'intelligence des gens. Et ça prouve aussi donc, comme on a dit, qu'il n'est pas fou. Et pour parler d'un point de vue purement masculin, je faisais 6 heures de footing au moment où la police m'a capturé. Talence, il n'y a même pas 1000 habitants, c'est une petite ville. Et tu longes les rails du tram, il y a des caméras partout, la police te voit, ils ont leur patrouille aussi. Quand tu cours 6 heures 2 fois par semaine, tu te traverses 10 patrouilles, 30 patrouilles de police. Donc le jour où on te capture en disant que tu es fou, c'est l'intelligence de la police qui doit présider à ce qu'on ne dise pas une calomnie pareille. Or ici c'était l'intelligence de la police qui a servi à la calomnie définitive, puisqu'il y avait une calomnie première qui s'est passée depuis 2001 à Rennes, CHU de Rennes, que j'ai cité. Ici, nous sommes en 2014, quand la police de Talence m'a capturé en disant que oui, il avait battu une femme enceinte ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un seul policier en France qui court 6 heures. Hein. Même les gens du GIGN, ils ne courent pas 6 heures. Moi, je courais 6 heures 2 fois par semaine. 6 heures, c'est ce qu'on appelle un marathon. Il n'y a personne à Talence qui court 6 heures. Parmi les policiers de Talence et parmi les policiers de Bordeaux. Donc, en tant que policier, les policiers ne représentent pas seulement l'intelligence, ils représentent la virilité. Je dis, j'habitais à l'école de police, et du matin jusqu'au soir, ils étaient en train de faire des activités physiques. La police, c'est la virilité intrinsèque. Donc, s'il y a un seul homme dans le village qui court 6 heures, peut-être comme un policier, et on l'attrape, on dit qu'il est fou.
au même temps où mon dossier se trouvait au tribunal administratif de Bordeaux, à la cour administrative de Bordeaux, au Conseil d'État de Bordeaux, dans la procédure ordinale de l'ordre des médecins. Et ça se trouve aussi à la Cour de cassation et même au Conseil supérieur de la magistrature, déjà en 2014. Et la police ne pouvait pas l'ignorer. Nous allons tout préciser dans cette vidéo. Donc l'introduction ici, c'est que c'était des faux policiers. Hein. C'est toujours très très émotif de devoir attaquer des gens qui comme ça représentent l'ordre, qui représentent la propreté, qui représentent la discipline et qui représentent la virilité, et de découvrir qu'il n'y a pas une seule virilité dedans. On ne peut pas faire un complot. C'est l'intelligence de la police qui doit casser des complots comme ça. L'affaire Benalla, c'est les policiers qui nous ont révélé que l'affaire est Benalla. Hein. Donc l'intelligence de la police doit servir à informer le peuple et à détruire tous les complots qui peuvent nuire à l'État. Si tu es le meilleur médecin du monde dans ta spécialité, comme j'ai tenté de le dire, on trouve que c'est l'intelligence de la police qu'on a utilisée pour te tuer. Donc, nous sommes en train de parler de la police, en fait, depuis le début de l'affaire, que nous commençons à préciser ici. J'envoie tous les liens YouTube de cette vidéo à la police municipale de Talence, dont le numéro de GSM de téléphone portable, c'est le 06 22 22 55 03. C'est un numéro d'urgence de la police municipale, mais je suis passé vendredi d'ici, il y a 2 jours, à la police nationale de Talence pour déposer les prospectus que je distribue dans le quartier sur cette affaire. Et à la police municipale, j'ai pu le déposer en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale, ce qui fait que je leur envoie dans les liens vidéo parce qu'ils étaient fermés. Je passais à l'heure de midi et la police municipale était fermée et je leur ai déposé ça dans leur boîte. Et je suis repassé vers 17 h, mais c'était encore fermé. Et je leur ai redéposé dans leur boîte. Je l'avais déjà fait samedi le 9 octobre. J'avais déposé donc à la police nationale, mais ils sont fermés le week-end. La police nationale de Talence, j'avais déjà déposé donc samedi le 9 chez eux, 9 octobre. Le tract, mais pas en main propre, puisqu'ils sont fermés. Mais il y a toujours quelqu'un sur place, hein, je suppose, qui regarde les choses par les caméras et qui dirige, organise les trucs de patrouille, je n'en sais rien. Mais donc, ils n'étaient pas là, donc je suis repassé, je leur ai déposé donc en main propre. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une démarche incivique, puisque donc j'ai pu, il y a 2 jours, parce que j'avais échoué samedi le 9 octobre de leur donner ça par main propre, puisque les 2 polices nationales et municipales de Talence étaient fermées. Je suis repassé ce vendredi-ci. J'ai pu leur donner en main propre à la police nationale, mais pas à la police municipale. Donc ils sont au courant de ce que je fais. J'ai distribué 1000 tracts pour expliquer ce que qui résume sur une page et tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et comme je n'ai pas pu parler à un policier municipal, je leur envoie le lien vidéo, des vidéos YouTube sur leur téléphone portable d'urgence, donc pour qu'ils soient informés de ce que je suis en train de dire. On appelle ça le suicide policier. Le suicide policier, c'est quelque chose qui est nouveau, que les gens ne connaissent pas. Ça a 2 sens. Le suicide policier veut dire c'est le Ku Klux Klan qui a tué George Floyd et qui est une création d'Albert Pike. Albert Pike, c'est le père de la franc-maçonnerie, qui a écrit tous les rites de la franc-maçonnerie. C'est lui qui est l'inventeur-créateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan permet... C'est une technique d'expropriation que j'ai expliquée la semaine dernière dans toutes les vidéos. Et ça permet dans un commissariat de tuer tous les policiers intelligents, en sorte que les policiers qui restent soient que des gens abrutis, comme j'essaie de le dire ici. Nous ne sommes pas dans l'injure. Il reste parfois encore dans un commissariat des gens intelligents, mais que s'ils parlent ou s'ils manifestent leur intelligence, ils finissent aussi assassinés comme les policiers qu'on assassine en disant qu'ils se sont suicidés. Voilà. Ils ont aussi assassiné le docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un brillantissime médecin zaïrois, en prétendant qu'il s'est suicidé, mais c'est la police qui assassine les gens comme ça. Ils essayent de m'assassiner aussi pour cette même raison. C'est une technique comme ça pour enlever l'intelligence de la terre et créer ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. C'est-à-dire c'est des gens qui sont devenus bêtes. Même le boulanger est bête, le journaliste est bête. Je peux prendre un exemple très simple qui est personnel. En 2009, je faisais quelques vacations des gardes dans une clinique de Lille. Et le directeur, la clinique, je crois, était en difficulté financière, même que c'est la plus grosse clinique de Lille.
Mais ou bien que le directeur, je ne sais pas ce qui se passait vraiment. Donc, ils ont traîné, ils me devaient 30 000 €. Et ça faisait plus de 3 mois qu'aucune de mes gardes n'avait été payée de celle que je faisais dans cette clinique-là. Bon, au lieu de saisir un tribunal quelconque, j'ai pris mes pieds, je suis allé au journal qui se trouve à Lille, qu'on appelle La Voix du Nord. Je suis monté à l'étage, je dis à l'accueil ce que j'avais comme problème. On m'a fait monter à la rédaction, j'ai parlé à un journaliste quelconque. Mais il ne m'a même pas fait asseoir, il a juste pris le numéro du directeur, il a appelé. Et pendant qu'il posait 2-3 questions au directeur, la secrétaire de direction m'a appelé pour demander de venir chercher mon chèque de 30 000 €. C'était en 2009. En septembre ou octobre 2009. Voilà. Aujourd'hui, ils ont purement et simplement écrit dans un grand journal de Lille, de Bordeaux, le plus grand journal qu'on appelle le journal Sud-Ouest, qui est le 4e quotidien le plus lu en France. Il arrive directement après même les quotidiens parisiens. Je crois qu'il est même plus lu que la Provence, qui est un quotidien marseillais, alors que Marseille est la 2e ville de France. Donc c'est le 4e gros journal de France. Ils ont écrit que j'ai été radié de l'ordre. Et que je suis fou et plein, que je n'ai pas de diplôme. Bon, je suis allé là-bas chez eux pour la première fois, le 14 septembre 2019. Je suis allé 33 fois, entre le 14 septembre 2019 et le 11 juin 2020. J'ai rencontré tous les journalistes de là-bas, ainsi que l'auteur de l'article qui s'appelle Xavier Sautin. Bon, ils n'ont jamais corrigé. Hein. Alors que dans les conditions normales, un vrai journal, s'il fait une erreur, le vrai, il corrige. Si tu as un père de famille, si le journaliste n'est pas un terroriste, et que c'est un vrai père de famille, il comprend bien que moi j'ai une fille qui a 27 ans. Bon, si tu as des enfants, même un enfant de 2 ans, tu sais que si quelqu'un dit que tu as quelque chose de faux sur toi, c'est pas bien. Donc j'ai partagé, j'ai expliqué de vive voix à 33 reprises à chacun des 100 journalistes qui est dans ce journal depuis pendant la période que j'ai décrite, que j'ai jamais été radié. Hein. Je leur donnais des papiers. Mes livres n'étaient pas encore publiés à l'époque, mais je donnais des extraits de vidéos, des extraits d'images ou des extraits quelconques de mes livres qui permettaient de voir que ma structure mentale ne correspondait pas à celle de quelqu'un qui ait pu être fou. Parce que la folie, c'est quelque chose de définitif, hein, d'irréversible. Quelqu'un qui souffre d'un délire paranoïaque ou des autres diagnostics. On m'a donné 3 diagnostics que j'ai décrits et discutés dans les vidéos de la semaine dernière. Il n'écrit pas des livres. Donc il y a 100 journalistes au journal Sud-Ouest et je les ai convaincus que je ne suis pas fou et ils n'ont pas fait un geste. Alors que je vous dis, il y a même seulement 10 ans, tu vas dans un journal, ça existait encore, ce qu'on appelle les journalistes d'investigation. Hein. Donc ça s'appelle l'abomination de la désolation. Le professeur Luc Montagnier, qui est le plus grand savant français actuel. Hein. Un savant, c'est quelqu'un qui a posé par lui-même un acte transcendantal. Il est prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine, c'est le plus dur de tous les prix Nobel. Hein. Parce que tu deviens professeur de physique parce que tu étais 40e en terminale au lycée. Hein. Dans une même classe. Alors que pour être médecin généraliste, tu dois être premier de ta classe. Bon, moi qui vous parle, je vais être 20 sur 20 en technologie, 20 sur 20 en philosophie. Hein. Donc, chaque fois que je dormais, je ne priais pas Jésus-Christ notre Père. Je me posais la question, comment j'ai fait pour avoir 20 sur 20 en philosophie? C'est ça la dernière pensée que j'avais tous les soirs quand je dormais. Bon, à la faculté de médecine, j'ai eu 20 sur 20 en cardiologie. Hein. Bon, j'en vois parce que c'est cardiologie, on te donne un électrocardiogramme ou même plusieurs électrocardiogrammes. Il y a 8 milliards de gens sur la Terre, chacun a sa propre électricité. Chacun a son propre électrocardiogramme. Et puis il y a d'autres questions de type thérapeutique ou d'autres trucs de problèmes cardiologiques. Il m'a donné 20 sur 20. Hein. Le professeur qui avait 65 ans, qui partait à la retraite, il m'a dit qu'il n'avait jamais mis 20 sur 20 à personne. Je ne parle même pas des choses chirurgicales. Cardiologie, c'est dit. Dans mon année promotion ULB de médecine de 29 juin 1994, il n'y a pas un seul cardiologue qui a mon niveau. Hein. Voilà. On appelle ça l'abomination de la désolation parce qu'il n'y a plus de journalistes, parce qu'ils utilisent ce suicide policier pour créer une fausse race de journalistes, une fausse race de ceci, une fausse race de policiers et une fausse race de savants. On se dit que les vrais savants, ils les ont assassinés. Moi, j'ai juste échappé à la mort plusieurs fois.
Donc, ce chapitre-ci, c'était pour préciser que donc, il n'y a rien d'injurieux, que je suis allé 4 fois à la police nationale de Talence pour les déposer personnellement les papiers que j'ai distribués moi-même, 1000 exemplaires dans Talence, pour expliquer la vidéo que je suis en train de faire ici. Et j'ai eu la chance de le donner en main propre et d'expliquer aux policiers à qui je l'ai donné ce que c'était. Et à la police nationale, je suis passé 4 fois, mais j'ai pas pu, ils étaient chaque fois fermés. Hein, voilà. Quand tu distribues un quartier, tu contrôles pas tes horaires, ce qui fait que je suis passé donc samedi le 9 octobre, et encore plusieurs fois cette semaine, mais chaque fois il était fermé. Je leur donne le lien de la vidéo par SMS sur leur téléphone d'urgence. Donc il n'y a rien d'injurieux, même si le ton et la gravité des choses peut être tels que une chose comme ça ne se passe, que personne sur la terre ne peut même faire une vidéo en mentionnant le nom de la police. Cette chose n'est possible que parce qu'il n'y a plus même de policiers. Quand les policiers m'ont capturé en 2014, j'ai dit que oui, je suis médecin, que j'ai un conflit avec l'ordre des médecins qui est porté au Conseil d'État à Paris. Je leur ai donné les références, les dates. Voilà, donc voilà, tu vois. En 2000, quand ils m'ont capturé dans le 27 novembre 2014. Ils pouvaient de toutes les façons pas l'ignorer parce que quand tu saisis le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ce n'est plus une affaire privée, ça devient une affaire d'État. Parce que tu es en train de dire que ça devient une affaire. Tu es contre l'État français. Voilà. Donc tu es en train d'attaquer l'État français. Si tu te fais un divorce avec ta femme ici au tribunal du village, tu es contre sa femme. Mais quand ça arrive au Conseil d'État, ce n'est plus tu es contre sa femme, c'est tu es contre l'État français parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire n'a pas rendu la justice qu'elle aurait dû. Tu es en train d'attaquer les juges, en fait, d'une certaine façon. Ce qui fait que non, même pour une affaire de divorce qui arrive à la Cour de cassation, ça devient une affaire d'État que la police doit connaître. Parce que tu es en train d'expliquer que toute la colonne judiciaire qui va jusqu'à cet endroit-là est fausse. Et mon affaire est d'une autre particularité, d'une autre gravité. Un chirurgien de ma spécialité gagne 100 000 euros. Un médecin généraliste gagne 15 000 euros. Un médecin généraliste, c'est une petite institution à lui tout seul. Un chirurgien encore plus. Suicide policier veut donc dire que tous les suicides d'un policier qui s'est passé dans un commissariat ou en dehors de chez lui, 100% c'est des assassinats faits par un policier. Et que les autres suicides qui se passent dans un bureau, comme le suicide de Pierre Bérégovoy, c'est-à-dire en dehors de la maison et en dehors d'un contexte dépressif caractérisé, est un assassinat. J'ai donc déjà fait le mois dernier une série complète de vidéos pour expliquer l'assassinat de Pierre Bérégovoy par son chauffeur et par son garde du corps. Ces vidéos que j'ai faites se trouvent sur mes chaînes et ont été partagées par d'autres chaînes. Donc, je vais prendre à nouveau un exemple qui m'est personnel. Le suicide, c'est la phase avancée d'une dépression nerveuse. Et quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, vous ne pouvez même pas l'inviter au restaurant. Donc si un très bon ami fait une dépression nerveuse, vous ne pouvez même pas l'inviter à New York pour voir un match de boxe ou un match, vous pouvez l'inviter nulle part pour voir un match de Champions League, il ne va pas, il ne sort pas. Lui-même par lui-même, il ne sort même pas pour aller acheter du pain. Ça c'est la dépression nerveuse. Et même en dehors de la dépression nerveuse, quelqu'un qui ne fait qu'un simple cafard, si vous allez chez un ami, il a le cafard, vous trouvez qu'il n'a pas sorti ses poubelles depuis 1 mois, qu'il ne s'est pas lavé depuis 1 mois, qui n'a pas lavé sa chambre, son salon depuis 1 mois. Donc, quelqu'un qui ne fait que le cafard ne peut pas sortir pour aller faire quelque chose même dans son bureau. Et vous ne pouvez pas l'inviter quelque part. Donc, j'avais un très bon ami, j'ai un très bon ami en Belgique. Quand on faisait nos études de médecine, il avait raté sa 3e année de médecine. Et moi, j'avais réussi, c'était un très bon ami. Donc, je me trouvais chez lui, chez ses parents, avec lui. Et comme ma présence lui faisait beaucoup de bien parce que c'est un bon ami, et il avait un peu le cafard parce qu'il avait raté ses examens, son papa a dit « Serge, je vous paye 15 jours en Italie. » Et il voulait nous payer 15 jours. Bon, ils habitent Malines. C'était en 1990.
il voulait donc nous payer 15 jours de vacances en Italie pour que ça fasse du bien à mon ami. Et puis il a dit non. Pourtant, il n'était même pas dépressif. Il avait juste le cafard parce qu'il avait raté ses examens. Il voulait aller nulle part. Donc, quelqu'un qui fait une dépression nerveuse, jamais ne se lève pour se brosser les dents, se raser, s'habiller. Et la police s'habille avec beaucoup de discipline, c'est très compliqué. Ils ne s'habillent pas comme des civils. Et même un civil comme Pierre Bérégovoy, il s'habille de manière très compliquée. Il doit se raser, s'habiller en costume, peut-être 3 pièces. S'habiller comme un ministre. Le jour de son suicide, c'était le 1er mai. Il a reçu une délégation de 20 syndicalistes avec lesquels il a discuté pendant plusieurs heures. Il allait dans un canot-kayak. Les députés maires, ils doivent parler avec 1000 personnes par jour. Quand tu fais même un simple cafard, tu ne peux pas faire ça. C'est donc un assassinat. Jamais quelqu'un qui fait une dépression nerveuse avancée, qui va donner un suicide, ne sort de chez lui. Il est incapable de se brosser même les dents. C'est ça le symptôme même de la dépression nerveuse. Ça veut dire que tu ne t'aimes plus, c'est un trouble d'affection, de l'affect, c'est-à-dire l'amour qu'on a de soi. Tu es incapable de te brosser les dents, de te laver même. En tout cas, dans la phase qui va conduire au suicide, tu es incapable de sortir de chez toi pour aller travailler. Il faut comprendre que le corps, il y a une trinité en nous. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps, c'est une unité de 1. L'âme, c'est 1000. L'âme, c'est 1 milliard de fois plus grave, plus important que le corps. Et l'esprit, c'est 1 milliard de fois plus important, plus gros, plus puissant que l'âme. Donc, si tu as une fracture de la cheville ou une entorse de la cheville et que tu ne peux pas aller travailler à cause de cette entorse, le moins, l'entorse, c'est la plus petite chose qui peut arriver sur notre corps. Ou une douleur dentaire qui est grave, on ne peut pas aller travailler. Eh bien, une dépression nerveuse, c'est 1 milliard de fois en complications, c'est-à-dire en gravité, la douleur dentaire. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un qui a une dépression nerveuse ne va pas travailler, il ne s'habille pas, il ne se lave pas, il ne va pas se suicider au bureau, il ne s'habille pas comme un policier et il ne va pas dans son bureau pour se tirer une balle dans la tête. C'est donc tous les suicides policiers qui se sont passés dans un bureau ou sur un lieu de travail, c'est quelqu'un qui s'est habillé pour aller et puis s'est suicidé comme ça au vestiaire de son club d'équitation. C'est des assassinats faits par un policier. Le docteur Ilanga a été assassiné par un policier. J'ai déjà expliqué ça quand j'étais en Belgique au mois de mars, avril et mai. Et je l'ai expliqué encore au mois de maintenant sur mes YouTube le mois dernier. Jamais, je crois que j'ai été clair, jamais un simple cafard, tu te brosses même pas les dents. Tu peux pas t'habiller, même un civil, tu peux pas. Et Pierre Bérégovoy, tu ne reçois pas d'abord 20 syndicalistes, tu serres les mains de 1000 personnes sur un kayak et puis tu vas te tirer une balle dans la tête. C'est même une fumisterie, rien que de raconter une histoire comme ça. Un peu plus de 70 millions de gens, ça veut dire que les gens sont devenus tellement bêtes que tu ne peux même pas imaginer. Ce sont des assassinats faits par des policiers. C'est ça ce qu'on appelle un suicide policier. Donc c'est des policiers qui assassinent d'autres policiers, qui fait que tu regardes dans un commissariat, il ne reste plus un seul policier. Je vous répète, il y a 10 ans, quelqu'un ne peut même pas faire une vidéo en mentionnant le mot policier. Aujourd'hui, il n'y a pas de police. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Il y a 10 ans, il vous arrive un truc, tu vas chez un journaliste, il prend le truc, il passe juste un coup de fil à l'ordre des médecins, il dit, est-ce que monsieur machin, est-ce qu'un docteur un tel on a porté plainte, qu'est-ce que vous avez fait? Et l'affaire se débloque. Aujourd'hui, tu vas dans un journal, tu vois les mecs, c'est des trouillards incroyables parce qu'on a assassiné tous les vrais journalistes. Journaliste, c'est un métier à vocation comme policier. C'est-à-dire, c'est un métier, tu es journaliste dès le bas âge. En 4e, j'étais premier en anglais, presque 20 sur 20 en anglais. Mais il y avait des gens dans le cours qui n'avaient même pas 10 sur 20 en anglais. Et ils commentaient les matchs de football en anglais. Donc, et là, tu glissais comme ça, ils commentaient ça en anglais. Je ne comprenais même pas moi ce qu'il était en train de dire. Donc, c'est ça, journaliste. C'est des gens, journalistes, commentateurs, c'est des gens, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. Policier, tu nais comme ça aussi. Journaliste, tu nais journaliste. Aujourd'hui, dans ces vrais journalistes-là, parmi lesquels il y avait des journalistes d'investigation, je vous dis, je suis allé à la Voix du Nord, le mec, il m'a même pas fait asseoir. Il était tellement choqué, il a pris le numéro, il a téléphoné au directeur, et en 30 secondes, l'affaire était débloquée. Aujourd'hui, on n'a plus un seul journaliste comme ça. Et dans la police, il n'y a plus rien du tout non plus. À cause du suicide policier qu'ils ont sélectionné une race de crétins universels.